Coucou à tous, bienvenue sur L'Or d'Afrique. Aujourd'hui, on se retrouve pour la deuxième partie de l'histoire de Soundiata Keita. Et pour ceux qui prennent le train en marche, je vous invite à mettre pause tout de suite et directement aller voir la première partie. Et ensuite, vous revenez. Et pour les autres, je vais résumer très rapidement. En fait, on en était au moment où Soundiata a été contraint à l'exil à cause de son frère, donc d'Ankoran Toumani Konaté, qui était devenu roi à sa place, je vous rappelle, et qui commençait à tellement avoir peur de la force de Soundiata que voilà, il le persécutait lui et sa famille, et donc, comme je viens de le dire, il a été contraint à l'exil. Nous en étions donc à ce moment-là. Avant de commencer, comme d'habitude, n'oubliez pas le petit pouce bleu si vous avez aimé et de vous abonner. Et si vous êtes prêts, que vous êtes bien installés, c'est parti. Avant toute chose, je voudrais vous rappeler que pour faire cette vidéo, je me suis largement inspirée du livre de Djibril Tamzirnian, qui est l'épopée mandingue ou Soundiata tout simplement, et dont l'histoire a été inspirée, racontée par le griot. Je vous ai déjà expliqué ce que c'était qu'un griot. Djely Mamadou Kouyaté. Voilà, c'est juste une petite parenthèse pour se remettre un peu dans le contexte. Durant son exil, Soundiata va clairement pas chômer du tout. Lui, il va développer toutes ses capacités de chasseur, ses capacités de combattant, de guerrier, etc. Je vous rappelle quand même qu'il est né handicapé. Il est né infirme, il a commencé à marcher vers l'âge de 10 ans. Donc clairement, c'était pas gagné. Et le fait qu'il va être un très bon guerrier, un très bon chasseur, ça va complètement faire oublier son passé, le fait qu'il était infirme, etc. Et quand les habitants du pays mandé vont se rendre compte ou entendre les échos comme quoi Soundiata est devenu un grand chasseur, un grand guerrier et tout, ils vont aller chercher dans son exil et lui dire écoute gars, rien récupérer ton trône. Et donc c'est de là d'où vient le nom de Soundiata Keita, enfin le Keita de Soundiata Keita, parce qu'en fait on va linker Kien, ça veut dire héritage, et Ta, ça veut dire prendre, donc ça donne viens prendre ton héritage, Kienta, et on a raccourci en Keita. Du coup, Soundiata va s'allier avec 12 chefs de village des pays voisins ou des pays alentours pour pouvoir créer une armée et donc aller attaquer l'armée de Soumaoro Kanté. Et quand il a fini de constituer cette armée, il va commencer à lancer des attaques contre l'armée de Soumaoro Kanté. Mais malgré le fait que il a une très bonne armée, ils sont assez nombreux, etc. Il n'arrive pas. Les attaques, elles sont toujours contrées. Il n'arrive pas à vaincre, ne serait-ce qu'une seule fois, l'armée de Soumaoro Kanté, et lui-même encore moins, parce que lui aussi il est sur le champ de bataille, mais personne n'arrive à l'atteindre, personne n'arrive à le vaincre, rien du tout. Et là, Soundiata va consulter ses marabouts, ses féticheurs et tout. Il va faire tous les sacrifices qu'on lui dit, mais il n'y a rien qui passe. Le gars, il est invincible. Je vous ai dit qu'il avait été réputé invincible, mais apparemment, c'était vrai. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour sceller l'alliance qu'il y avait eu entre Dankoran Toumani Konaté, qui je vous rappelle, et le frère de Soundiata Keita, qui a pris le trône à sa place, et Soumaoro Kanté, qui était donc leur ennemi de base, ils avaient fait une alliance pour pouvoir se soutenir en fait contre Soundiata. Et pour sceller cette alliance, que Dankoran Toumani Konaté a fait, c'est qu'il a donné sa sœur comme épouse à Soumaoro Kanté. Sa sœur qui s'appelle Nana Triban. Oui, je sais, on aime bien offrir des femmes dans cette histoire, mais j'y peux rien, c'est moche, oui. Mais c'est comme ça. J'ose espérer que maintenant, ça n'existe plus trop ces histoires d'offrir des femmes lorsqu'on fait des contrats entre hommes, parce que clairement, c'est pas possible. Enfin bref, toujours est-il que Nana Triban, la demi-sœur, je ne vais pas dire demi-sœur parce qu'en Afrique, on ne parle pas trop de demi-sœur, demi-frère, non, on dit sœur, frère. Donc en fait, Nana Triban est la demi-sœur de Soundiata, mais je ne vais pas faire la différence, je vais juste dire frère et sœur, même pour parler de Dankoran Toumani Konaté. Donc, il s'avère que Soumaoro Kanté va tomber éperdument amoureux de Nana Triban. Il va en faire une de ses favorites. Bon, il a plusieurs femmes, pas se leurrer, mais c'est vraiment l'une de ses favorites. Il va passer plusieurs nuits avec elle, elle va avoir sa chambre et tout, privée, vraiment, il la kiffe à fond. Et justement, elle va commencer un peu à le flatter, lui dire « Ouais, mais franchement, t'as l'air vraiment invincible, dis-moi, est-ce que t'as un secret pour ça, etc. » Au début, il va pas trop vouloir se laisser flatter et tout, mais finalement, il va lui dire que oui, effectivement, je suis invincible, mais pour me vaincre, il y a une seule chose à faire, une seule et unique chose, il faut que quelqu'un m'atteigne avec une flèche contenant un ergot de coq blanc. Qu'est-ce que c'est un ergot de coq blanc? Très bonne question parce que pour ma part, je ne savais pas du tout ce que c'était. Eh bien, c'est ça. C'est un espèce pour moi de petit truc qui est collé au pattes des coqs, je pense, je sais pas. Bon, en gros, c'est ça.
Et donc, pour pouvoir le vaincre, voilà ce qu'il fallait faire. Entre-temps, Nana Triban va pouvoir s'enfuir de chez Sumoro Kante. Et bien sûr, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va se précipiter chez son frère Sundiata pour aller lui balancer tout ce que Sumoro lui a dit. Donc, c'est ce qu'elle va faire, effectivement. Et donc, Sundiata va faire ce que sa sœur lui a dit, en fait, d'atteindre Sumoro avec un ergot de coq blanc. Et c'est lors de la très célèbre bataille de Kirina en 1235 que, enfin, Sundiata va réussir donc à atteindre Sumoro avec cette fameuse flèche contenant un ergot de coq blanc. Concernant la mort de Sumoro, il y a quand même plusieurs versions, parce que moi, bon, il y a la version du livre aussi que j'ai lue, que je vais vous donner aussi, mais aussi plusieurs d'autres versions. Donc déjà, il y a la version où on dit que, vu qu'il a senti, Sumoro a senti que ses forces commençaient à l'abandonner et tout, et bien il a invoqué ses génies, donc ses génies protecteurs une dernière fois, leur suppliant de ne pas les laisser aux mains de Sundiata. Donc lui, il ne voulait clairement pas être fait prisonnier par Sundiata, donc ils ont eu pitié de lui, ils l'ont transformé en pierre, qui se trouve au pied du mont Kolikoro actuellement. On dit qu'il a disparu au niveau de cette montagne, et il y a d'autres versions qui disent qu'il s'est transformé en aigle. Et puis aussi la version toute simple qui dit que quand la flèche contenant l'ergot de coq blanc l'a atteint, il est mort sur place sur le champ de bataille, quoi. Donc ça dépend vraiment des versions. Toujours est-il qu'après cette bataille, il n'a plus jamais été revu. Donc dans tous les cas, il est mort, le gars. En 1236, Sundiata réunit donc les 12 royaumes qui l'ont aidé à constituer son armée et à vaincre Sumoro Kante et à récupérer son trône. Il va former un empire qu'on va appeler l'Empire du Mali et dont lui-même va devenir le Mensa, c'est-à-dire le roi des rois. C'est d'ailleurs lors de cette intronisation que va être proclamée la charte du Menden ou le serment des chasseurs, qui est considérée comme l'une des premières déclarations des droits de l'homme de l'humanité, environ 567 ans avant la déclaration des droits de l'homme que l'on connaît actuellement. Et si vous regardez, puisque je vais vous mettre quelques extraits, cette charte, vous allez vous rendre compte que la déclaration des droits de l'homme que l'on connaît actuellement s'est beaucoup inspiré de certains principes de cette charte. Regardez. Les chasseurs déclarent: toute vie humaine est une vie. Il est vrai qu'une vie apparaît à l'existence avant une autre vie, mais une vie n'est pas plus ancienne, plus respectable qu'une autre vie. De même qu'une vie n'est pas supérieure à une autre vie. Les chasseurs déclarent: toute vie étant une vie, tout tort causé à une vie exige réparation. Par conséquent, que nul ne s'en prenne gratuitement à son voisin, que nul ne cause du tort à son prochain, que nul ne martyrise son semblable. Les chasseurs déclarent: que chacun veille sur son prochain, que chacun vénère ses géniteurs, que chacun éduque comme il se doit ses enfants, que chacun entretienne, pourvoie aux besoins des membres de sa famille. Cette charte, si vous avez l'occasion d'aller la lire en entier, franchement, allez-y parce qu'elle est bien écrite, elle est pleine de bons principes, elle n'est pas super longue, mais elle est bien écrite et tout. Et comme je vous ai dit qu'en Europe, en Occident, les paroles s'envolent, les écrits restent, et qu'en Afrique, il y a une tradition plutôt orale, eh bien, cette charte a été inscrite au patrimoine culturel de l'UNESCO seulement en 2009, après bien des controverses et des difficultés pour pouvoir prouver qu'effectivement, c'était les chasseurs de Menden qui avaient énoncé en premier ces plus grands principes et qui avait écrit cette charte bien avant la déclaration des droits de l'homme qu'on connaît. Donc ça a été très difficile de faire prouver, mais voilà, aujourd'hui il faut savoir qu'elle est inscrite au patrimoine culturel de l'UNESCO. En 1240, Sundiata s'empare de Kumbi-Saleh, qui est la capitale de l'Empire du Ghana, et donc bon là on peut clairement plus parler de roi, etc. Il prend carrément, et il le mérite, le titre d'empereur. Durant son règne, il développe beaucoup le commerce, tout ce qui est exploitation de l'or et surtout des cultures nouvelles comme le coton. Mais outre ses exploits guerriers, Sundiata est vraiment connu comme un roi possédant une grande sagesse et une très grande tolérance. Parce que pendant son règne, qui va durer quand même longtemps, eh bien, il va permettre une coexistence pacifique entre l'islam, dont lui-même est pratiquant, et l'animisme, dont une grande partie aussi de la population est, on va dire, pratiquante. En fait, l'animisme, c'est une croyance selon laquelle, eh bien, tout ce qui nous entoure possède une âme. Donc, c'est-à-dire que les arbres ont une âme, l'eau a une âme, les pierres ont une âme, enfin, vraiment tout a une âme. Donc, c'est
une croyance où on va adorer, on peut adorer des pierres, on peut adorer des arbres, on peut adorer des fleurs. Et donc voilà. Et vous voyez très bien que c'est carrément en opposition avec l'islam qui est une religion monothéiste. Donc souvent ça crée énormément de conflits entre ces deux croyances. Mais là, pendant le règne de Sundiata, vraiment il y aura une grande coexistence pacifique et ça va beaucoup marquer son règne. On peut dire qu'il a quasiment instauré un régime qu'on pourrait dire aujourd'hui démocratique, puisqu'il était toujours secondé par ce qu'on appelle le Conseil des Anciens, qui était composé de chefs militaires, de civils et de marabouts, sans qui il ne prenait aucune décision, que ce soit politique, administrative. Toutes les décisions étaient prises en accord avec ce conseil-là. Donc, malgré le fait qu'il était empereur, il avait tous les pouvoirs, mais il était toujours secondé. Sundiata meurt en 1255, c'est-à-dire à l'âge de 65 ans environ. Et lui aussi, par rapport à sa mort, c'est un petit peu flou, ça dépend des griots. Tantôt, il a été abattu par une flèche lors d'une fête, donc accidentellement. Tantôt, il s'est noyé, tantôt, il est mort de vieillesse. Voilà, ça dépend. Ce dont on est sûr, c'est qu'à sa mort, l'Empire du Mali s'étendait de l'Atlantique au Moyen Niger et de la forêt équatoriale au désert à peu près au désert du Sahara. Et si on doit reporter sur une carte actuelle, sur nos pays actuels, eh bien, ça donnerait une étendue couvrant les pays tels que le Mali, la Mauritanie, le Burkina Faso, le Sénégal, la Gambie, la Guinée-Bissau et la Côte d'Ivoire. Sundiata a eu 3 fils, Mansaoulé Keïta, Ouati Keïta et Khalifa Keïta. Les 3 vont se succéder sur le trône et ils vont plutôt bien gouverner, ils vont plutôt bien gérer. Mais leurs successeurs, par contre, ils vont laisser régner l'anarchie. Ça va conduire à la chute de l'empire vers la fin du XVIIe siècle, malheureusement. Mais je trouve que pour un empire de cette taille, 5 siècles d'existence, c'est quand même énorme. Et voilà pour l'histoire de Sundiata Keïta. J'espère que vous avez aimé. Et j'aimerais bien aussi connaître vos versions. Donc dites-moi dans les commentaires s'il y a des choses que vous connaissez mais que c'était différent selon vos versions. Ça m'intéresse aussi beaucoup. Si vous avez aimé le petit like, n'hésitez pas à partager et à vous abonner. En attendant, prenez soin de vous. On se retrouve pour une prochaine vidéo. À très bientôt.